foutent dans leur ordinateur. Et donc, il leur avait dit, j'ai un calcul de structure de bande à faire. Donc, le mec était parti avec sa structure de bande. Voilà. Mais il savait pas quoi foutre des ordinateurs à l'époque. Il savait pas. On a des ordinateurs, on sait pas de quoi. Mais c'est exactement ça, il savait pas quoi foutre avec. Personne n'en voulait. C'est encore des trucs. Mais c'était encore des trucs dans les placards. Là. C'était un truc absolument. Il avait fait des calculs. Comme quoi. Bon, alors on va faire la formule de Landauer. Alors, donc c'est un truc, la formule de Landauer, qui est assez mal compris en fait en général, et en particulier dans le terme. Je trouve qu'en thermique, c'est souvent mal interprété. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la formule de Landauer. Alors d'abord, il y a une formule d'Einstein, dont je me souviens plus bien, mais qui est complètement équivalent à la formule de Landauer, qui relie en fait la conductance à la densité d'état de Néo de Fermi, et puis aussi à la mobilité. Donc la formule d'Einstein, elle vous dit simplement que sigma, c'est la densité fois la densité fois la densité fois la densité d'état au niveau de Fermi fois le coefficient de diffusion. D'accord? Donc on va voir qu'en fait, la formule de Landauer, c'est à peu près équivalent à ça, sauf qu'on va avoir des coefficients de transmission, mais des choses comme ça, mais ça relie tout aux propriétés au niveau de Fermi. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Ça c'est petit à cause de l'écran là. Alors, ce qui est très important, c'est le modèle, parce qu'en fait, tout est là-dedans. Si on comprend pas bien le modèle, ça marche pas. Alors, le modèle, d'abord, sont des réservoirs qui sont ici. En vert, par contre. En vert, vous voyez rien. Non. Je vais vous le mettre en bleu, alors. Je vais essayer de vous le mettre en bleu. C'est mieux comme ça. Alors, je pourrais même faire un vrai carré, ça sera plus joli. Hein. Je vais me faire un vrai carré, vous allez voir, ça va être classe. Là. Hop, un vrai carré. Voilà. Un vrai carré. Hop, un beau carré. Un autre beau carré. Alors le problème, c'est qu'après, il faudra faire attention à pas confondre avec autre chose. Là, j'ai un autre beau carré. Pas la même tête, évidemment. Par contre, il y a un truc important, c'est qu'au milieu, j'ai un carré qui va être rouge. Je vais faire un petit peu différemment. Hop, ça, c'est mon conducteur. Et on va commenter un petit peu ce que c'est après, tout ce bazar. Et je vais mettre des carrés noirs pour faire les fils. Donc tout ça, ça se touche, hein, normalement. Bon, c'est vraiment pourri mon dessin, mais on va dire que c'est comme ça. Ouais, imagine. Vous imaginez bien. En fait, le problème, c'est qu'il faut vraiment bien imaginer. Parce que C'est de l'art. c'est de l'art. Ceci dit, il y a des choses très importantes dans ce merdier, quand même. C'est pour ça qu'il faut bien les comprendre. Donc ça, on va l'appeler T, vous allez voir pourquoi. Ça, je l'appelle R1. Ça, je l'appelle R2. Et ça, comment je les ai appelés dans ce bazar, je ne les ai pas appelés. Alors, les réservoirs R1 et R2, d'accord. Donc, eux, ils sont au potentiel mu1 et mu2. Ce qui est très important, c'est qu'ils sont à l'équilibre. Donc ça, c'est un peu ce qu'on discutait tout à l'heure avec Boris. Ils sont à l'équilibre. Et puis, surtout, c'est des équivalents de corps noirs. Alors ça veut dire quoi que c'est des corps noirs? C'est encore une fois un peu ce qu'on a discuté tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils absorbent et émettent des électrons jusqu'à EF.
Donc c'est quand même des trucs assez particuliers, hein. Parce que quand vous arrivez ici avec votre électron, d'accord, il n'a aucune chance de ressortir. Qu'un électron qui arrive là, dans le réservoir, il n'a aucune chance de ressortir. D'accord. Il est absorbé par le blob, là, et c'est fini pour lui. D'accord. Et lui, il en émet aussi. Et une fois qu'il est ressorti, il ne rentrera jamais. D'accord. Alors ça, vous allez voir que c'est super important. De même que mu1 et mu2, ils sont à l'équilibre. Donc ils ont une fonction de Fermi bien définie. D'accord. Donc c'est exactement le problème du dessin qu'on a dessiné avec Boris tout à l'heure. Vous avez le réservoir de gauche, le réservoir de droite qui sont bien définis en température. D'accord. Et ça, c'est clairement défini. C'est le seul truc qu'on sait bien. Ils sont à T1 et T2. Alors maintenant, on va définir. Je vais essayer de garder des notations qui sont à peu près claires pour pas trop mélanger les notations. Donc j'avais appelé ça mu-A et mu-B. Donc j'appelle ça mu-A et mu-B. Donc les fils, donc on va les appeler A et B. Donc A et B, c'est vraiment moche mon fil. Je vais essayer de le remettre à peu près à l'endroit. A et B, alors eux ce sont des fils parfaits. C'est-à-dire qu'on n'a pas de diffusion. Donc ça c'est très important. D'accord. Et ils sont au potentiel mu-A et mu-B. Mais attention, parce que ce potentiel-là, par contre, eux, ils sont pas forcément à l'équilibre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire je peux toujours définir un potentiel. D'accord. Définir un potentiel, par définition, c'est que je compte le nombre d'électrons en dessous, le nombre d'électrons en dessus. Je peux toujours définir mu-A et mu-B. Par contre, je ne peux pas définir une fonction de Fermi là-dedans. J'ai pas de fonction de Fermi. D'accord. On peut faire le même calcul là-bas. Je peux toujours compter le nombre de phonons qui est en dessous, le nombre de phonons qui est en dessous. J'ai toujours le droit de faire ça. D'accord. Mais je ne sais absolument pas. Je ne suis pas à l'équilibre. Okay. Alors, au milieu, j'ai une matrice de transmission que j'appelle T. Et c'est ça mon conducteur. D'accord. Donc la matrice, le truc T, à cet endroit-là, vous n'avez pas de relaxation d'énergie. Donc les relaxations en énergie ne se passent que à cet endroit-là. Par contre, la diffusion, elle se passe que à cet endroit-là. D'accord. Donc spatialement, vous avez la diffusion d'un côté et la relaxation de l'autre. Alors il se trouve que dans les métaux, c'est un peu misleading parce que la relaxation et la diffusion se font souvent à peu près aux mêmes endroits. Dans l'ASGAS, c'est pas vrai. Dans l'ASGAS, le modèle représente très très bien ce qui se passe parce que vous avez des LFI qui sont tellement grands et des LST qui sont tellement grands. Par exemple, en régime des féoles, la diffusion est la modélisation est parfaite. Le Landauer est parfaitement réalisé parce que vous avez effectivement la diffusion à un endroit et la relaxation de l'autre. D'accord. Dans les métaux, c'est un peu... Alors, T, c'est mon conducteur quantique. Donc, ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est quand vous faites du Landauer, dans ce modèle, on sépare la diffusion et la relaxation. Alors ça, c'est un truc que les gens ont mis longtemps à comprendre. Déjà, beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est que vous avez le problème de la diffusion, il va se faire à l'intérieur du conducteur. Par contre, dans tout ce que vous avez différent, mais il faut bien se rendre compte que dans le modèle Landauer, c'est exactement ça qui se passe. Okay. Alors, pour aller un peu plus loin, on va regarder ce qui se passe dans les fils unidimensionnels. Dans les fils 1D, ce qui se passe, c'est simplement qu'on a un certain nombre de modes 1D. D'accord. Vous avez simplement le courant qui va être donné attendez, je vous écris une bêtise là. Non, c'est ça. Donc vous avez
si on considère que vous avez donc, hop là, ma gomme, elle est où? Donc vous avez les modes, les modes, tous les modes de sous-bande d'un système indé. Donc ça vous les connaissez, c'est en K carré, d'accord. Et donc le courant pour un mode, vous avez simplement un courant qui va être donné par E, facteur de mu1 moins mu2, fois la densité d'état au niveau de Fermi, fois la vitesse de Fermi, fois la transmission du courant I. D'accord. Donc ça, c'est assez évident. Vous imaginez, ici j'arrive, et puis je passe où je suis réfléchi avec une transmission T. D'accord. Donc ça, c'est mon mode I qui arrive, et il est transmis ou réfléchi avec une probabilité T. Bon, ça, alors pourquoi je dis ça? Faire attention, parce que là, j'ai quand même fait une hypothèse assez forte. Hein. C'est que j'ai dit que T est diagonale. Ah, il n'y a pas de IG. J'ai pas de terme croisé, là. D'accord. C'est juste pour vous montrer le cas le plus simple. D'accord. Donc TI, il va dans le même mode de l'autre côté. Il n'y a pas de mode croisé. D'accord. C'est vraiment le truc le plus simple. D'accord. Donc autrement dit, si j'ai plusieurs modes ici, ben, j'obtiens simplement que le courant, c'est simplement la somme sur I des E mu1 moins mu2 G de F V de F TI. Donc ça veut dire quoi? Dans mes fils indés, je vais la représenter comme ça si vous voulez. Mes modes, ben, le premier mode c'est ça, le deuxième mode c'est ça, etc. etc. Dans l'autre fil, c'est pareil. Et puis au milieu, ma matrice de transmission T. Voilà, c'est que je m'emmerde là. Et puis au milieu, ma matrice, c'est un truc qui est entièrement diagonal. D'accord. Donc elle relie le mode 1 au mode 1, le mode 2 au mode 2, etc. Voilà. Bon, là, je suis content. Alors, bon, maintenant, si je remets ça un petit peu dans le bon sens, vous avez un E mu1 moins mu2. Et si vous remettez tout ça dans le bon sens, vous apercevez que si vous définissez la conductance, vous obtenez simplement que la conductance, c'est 2E carré sur H fois la somme des TI. Donc ça, c'est la première formule de Landauer. Alors pour obtenir ça, je ne sais plus comment vous faites. Vous mettez... Si, parce que G2F à 1D, vous connaissez par cœur G2F à 1D. Dans ces états 1D, je sais plus ce que c'est, mais c'est... Bon, vous regarderez ce que vaut G2F à 1D, et vous trouvez trivialement E mu, ça vous fait... Oui, le petit G2F. Enfin bon, vous regarderez, vous remplacerez le G2F, le mu, et vous trouvez trivialement ça. Bon, donc ce que vous sortez ici, c'est le quantum de conductance que nous allons retrouver dans les fioles quantiques. D'accord, qui apparaît ici et que nous trouvons dans le quantum de conductance. D'accord. Et si vous faites ça, si vous tracez, voilà, je vous expliquerai plus tard, c'est comme ça qu'on trouve les plateaux de conductance. Quand on fait des plateaux de conductance avec des points contacts, on trouve les plateaux de conductance, ils viennent de là. Alors pourquoi ils viennent de là? Simplement parce que quand vous faites un plateau de conductance, ça revient à prendre ce fil-là et à le pincer de plus en plus, et puis vous avez la transmission qui varie. Bon, alors, le problème, c'est que on a une conductance quand même qui est finie. Pour t égale 1. Alors ça pose... diagonale, il manque un.
Enfin, pour TI égale 1. Alors, il faut que je remette quand même mes machins. Ça, c'est mu1. Ça, c'est mu2. Alors, pourquoi on a une conductance finie quand T égale 1? Alors, l'idée... C'est pas mu A et mu B? Non, justement. C'est ça qui est important, c'est que c'est mu1 et mu2. D'accord. En fait, il est mal dessiné mon truc. Tu me fais une remarque très pertinente. C'est qu'en fait, ce truc-là, j'aurais dû garder le code couleur. Le calcul, il est pris dans mu1 et mu2. Alors, pourquoi je dis qu'il est pris dans mu1 et mu2? Je te le montre tout de suite. Et c'est ça qui était important à comprendre et que j'ai mal dessiné. Regarde bien ce que j'ai écrit là. Quand j'écris ça, tu vois, mon électron, il porte E mu1. Donc ça veut dire que mon électron, il vient bien de ça et je lui donne un potentiel mu1. Je lui donne pas un potentiel mu1. Et toute la subtilité va venir de là. Et puis pareil de l'autre côté. D'accord? Donc en fait, tout le problème va venir de là. Et donc à ce moment-là, je trouve que pour T égale 1, pour la somme des T égale 1, je trouve que la conductance reste finie. Donc évidemment, le problème qui se pose, c'est pourquoi quand j'ai un système qui a une transmission parfaite, je trouve quand même une conductance qui est finie. Alors l'idée, en fait, elle est exactement ce que tu viens de dire, c'est que ça, ce qu'on a calculé là, ce qu'on appelle une conductance de points. Alors, pourquoi on appelle ça une conductance de points? C'est pas exactement ce qu'on apprend dans les TP. C'est parce que en fait, on mesure le potentiel chimique par le même endroit où on mesure le courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mesure le courant en traversant ça ici, et je mesure le potentiel chimique dans les réservoirs. D'accord? Donc celui-là, il est à l'équilibre, celui-là, il est à l'équilibre, et je mesure le potentiel chimique là où il est à l'équilibre. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, ces deux endroits-là, c'est là que se fait la relaxation, donc la perte en énergie. La diffusion se fait à cet endroit-là, la relaxation se fait à cet endroit-là. D'accord? Donc, je fais ma mesure de tension après la relaxation en énergie. D'accord? L'électron est arrivé là, paf, c'est là qu'il perd son énergie, et c'est là que je fais la mesure de tension. Alors, l'idée qu'il y a de simple, c'est que si je veux retrouver la vraie tension, il faut que je fasse une mesure 4 points. Donc, il faut que j'aille chercher la tension à cet endroit-là, avant qu'il ait perdu son énergie. D'accord? Donc, l'idée, c'est que je vais calculer maintenant ce qui se passe à cet endroit-là. Donc, le courant, il passe comme ça, et je mesure la tension à cet endroit-là. Et je vais voir ce que je vais trouver. Alors, je vais refaire un dessin maintenant, un gros dessin, et je vais voir si je peux récupérer quelque chose de plus intéressant en faisant quelque chose comme ça. Alors, c'est là qu'il faut que j'essaie de faire un dessin correct, sinon c'est très vite merdique. Donc, là, on va représenter quelque chose comme ça. Ensuite, je représente ici ma matrice de transmission. Donc, je vais quand même faire un truc comme ça pour que ce soit beau. Là, j'ai la matrice T. Après, ici, j'ai mu B. D'accord. Et ici, j'ai mu 2. Non, mu 2, il est en bleu. Il était bien en bleu, hein, c'est ça. J'avais bien bon. Et là, j'ai mu A. Et là, j'ai mu B. Bon, donc maintenant, je vais faire un petit jeu tout con. C'est que je vais simplement calculer ce que vaut mu A et ce que vaut mu B. D'accord? Donc, on va commencer. Alors, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. On va commencer par regarder le fil de droite.
Et on va commencer par regarder. Alors, on va considérer plus simplement que c'est pas considérer, c'est vrai, le courant passe de gauche à droite, hein, puisque mu est plus grand que b. Donc, les états qui sont occupés au-dessus de mu b. Bon, ben ça, il suffit de les regarder. C'était facteur de mu1 moins mu b. D'accord? Ça, c'est pas compliqué. Alors, ce qui est un peu plus merdique à regarder, c'est les états vides. Vides. Au-dessous de mu b. Alors, a priori, ceux-là, ils étaient complètement pleins au départ de l'action. Ok. Ben, en dessous de mu b, si tu veux, quand ils sont là, Ouais. à l'arrêt, ils sont tous pleins. D'accord? Alors, il faut faire attention qu'il y a un spin, hein, donc ça me fait 2 mu b. Attends, pourquoi j'ai un mu b moins mu 2 là? Et au-dessus aussi, il n'y a pas un 2 du coup pour le spin? Non, parce que ces électrons, ils passent un par un. Ah, ok, c'est bon. Les électrons, ils passent un par un. 20. Ah oui, non, parce qu'on va regarder que ce qui se passe jusqu'à mu 2, d'accord? Parce qu'en dessous de mu 2, c'est à l'équilibre. D'accord? Donc on va regarder que ce qui se passe jusqu'à mu 2, parce qu'en dessous de mu 2, c'est à l'équilibre. Donc ça nous fait 2 mu b moins mu 2, moins ceux qui ont sauté de l'autre côté. D'accord? Parce que j'en ai en dessous qui ont fait ça quand même. D'accord? Donc j'en ai qui ont fait ça, donc il faut que je les enlève. Moins t mu b moins mu 2. Vous êtes d'accord avec moi? Ça représente ceux, c'était plein, il y en a qui se sont barrés de l'autre côté. Donc ça, c'est égal. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu me fais, toi? C'est égal à 2 moins t. C'est pas un plus entre les deux, vu que c'est les états vides qu'on regarde? C'est le nombre d'états vides, quoi. Les états vides en dessous de mu b, ça nous fait 2. C'est les états vides qu'on regarde. Alors attends, ce que je te dis. Pourquoi je te dis Il y a ça? un signe qui- Ouais, le syntogène. Alors Ouais. attends. Est-ce que le syntogène c'est normal? Pourquoi je me suis récupéré après? J'ai dû faire une pirouette sur le signe derrière. Est-ce que- Non, parce qu'a priori, non, regarde. Parce que tu es du côté droit. Donc du côté droit, a priori, tous les états sont vides au départ. Là, ces états, ils sont vides. Ok. Parce que tu es du côté droit. Donc ta polarisation, elle est à mu 2. Ouais. Donc là, tu es polarisé à mu 1, tu es polarisé à mu 2. Ouais. Donc à l'équilibre, tu as des électrons jusque là, et de l'autre côté, tu as des électrons jusque là. Ok. Donc tous ces états-là, au départ, ils sont vides. Ouais. Donc c'est pour ça que il faut compter le nombre d'états. D'accord? Ça, c'est que des états vides, Ouais. moins ceux que tu as remplis en sautant. Ah oui, donc c'est D'accord. pas qu'ils vont de... Ils vont pas dans ce sens-là, ils vont dans ce sens-là. Ok? Ton raisonnement, il sera vrai de l'autre côté. D'accord? Donc facteur de mu b moins mu 2. C'est pour ça que c'est un peu merdique ce truc, faut pas se tromper dans le compte. Et alors, ce que j'écris, c'est que pour trouver le potentiel chimique, on écrit que les dieux sont égaux. Donc ça nous fait T de mu 1 moins mu b est égal à 2 moins T. Moi, je me plante souvent dans ce truc-là. Moins mu 2. Et alors, si on met tout ça correctement, et ben ça nous fait que 2 mu b. 2 mu b est égal, alors ce qui vous reste bien, il vous reste un t mu 1
plus 2 moins t mu 2. Je vais vous l'écrire plus propre. Alors ça doit venir assez simplement. Le 2 moins t mu 2, c'est simplement celui-là. Et puis le t mu 1, il vient de là. Puis vous avez moins t. C'est bon, c'est juste, Boris? Bon, ça te paraît juste? On va dire que c'est juste alors. On va dire que c'est juste si ça te paraît juste. Voilà, premier résultat. Alors, fil de gauche, on va voir si on y arrive sans se planter. Alors, dans le fil de gauche, on va regarder les états. Je vais commencer par lesquels là. Mais ouais, les états occupés au-dessus. De mu-A. Ben ça, c'est simplement... donc, c'est mu1 moins mu-A. Alors, il y a un 2, hein, parce qu'il y a toujours le spin. Et puis, il faut enlever ceux qui les reviennent dans la figure, hein, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui rebondissent sur la barrière. Hop. Enfin, plutôt ceux qui passent de l'autre côté de la barrière. Donc, ça fait des trous. C'est ce que je veux dire. Donc, lui, il lui envoie plein d'électrons, mais c'est pas plein, parce qu'il y en a qui ont sauté de l'autre côté. Ça fait des trous. Donc, celui-là, c'est le facile. Alors, après, un tout petit peu gaffe, parce qu'en dessous de mu-A, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas regarder entre mu2 et mu-A, forcément, d'accord. Donc, normalement, entre mu2 et mu-A, alors, qu'est-ce qu'on va dire? T mu-A moins mu2. Attends, alors ça fait quoi si on les compte bien, ceux-là? Ouais, ça nous fait la même chose ici. C'est-à-dire que tu as T... donc là, tu as normalement T... Tu as mu1 moins mu2 électrons, moins ceux qui sont transmis. D'accord? Donc ça te fait la même chose. Donc, moins mu2, pardon. Mu1 moins mu2. Mu1 moins mu2, parce que tu regardes... Tu as les électrons, on veut compter les électrons qui sont en dessous de mu-A. Ouais. Donc au départ, normalement, ils sont tous remplis entre là et là. Parce que mon réservoir, il m'envoie des électrons partout. Donc normalement, entre mu-A et mu2, j'ai des électrons partout. D'accord? Donc normalement, j'ai des électrons partout, moins ceux qui ont sauté de l'autre côté. Ok. Donc ça me fait mu-A moins mu2, 2 ici. Devant mu A moins Il doit y avoir un 2 quelque part. Et il y a les trous. En dessous de mu1. Alors là, il faut faire un tout petit peu. Tu as normalement mu2 moins mu moins mu moins mu1 ou moins moins t mu1 moins mu2. Et il n'y a pas le 2 là? Alors, est-ce qu'il y a Ouais, là. là? Il y a un 2. Et si on découle le même calcul après, hein, bon, vous trouvez la même chose mais symétrique, vous trouvez que 2 mu A
est égal à t mu 2 plus 2 moins t mu 1. Voilà. Donc là, pourquoi je fais ça, moi? Et là, vous avez ce qui vous donne mu 1 et mu 2. Voilà, c'est gagné. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est simplement la différence. Vous faites mu 1 moins mu 2. Hein, pendant que vous y êtes, ça coûte pas plus cher. Là, vous avez fait le plus chiant. Hein. C'est pour ça que je me plante à chaque fois quand je fais ça. Moi, parce que je sais pas comment ils ont fait le premier pour le faire sans se tromper. Enfin, bon. Ouais, puis il est plus intelligent que moi, l'Under, c'est clair. C'est pas l'Under pour rien. Je me rappelle quand tu étais venu à une conf, c'était sur la neige et tout le monde avait peur qu'il se casse la gueule parce qu'il était vieux. Puis on dit putain, s'il se casse la gueule avec les assurances, ça va être le bordel. Quoi. Mais en fait, l'Under est marrant parce qu'ils l'ont gardé chez IBM parce qu'on pouvait pas virer l'Under. Quoi. Puis quand il est mort, ils ont éteint la lumière et puis autre chose. Ah bah ouais, parce qu'ils ont fermé le département de physique fondamentale. Après. Quand il est mort, j'avais reçu un email. Si vous voulez vous rendre dans ta main. Puis moi, j'étais à Grenoble. Je suis en train de débloquer. Enfin, c'est mort. Donc vous trouvez que mu 1 moins mu b, ça vaut simplement 1 moins t mu 1 moins mu 2. Voilà. Donc il suffit de faire la différence des deux. Hein, ça, c'est pas compliqué. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez tout ça en branle dans la suite, vous reprenez l'équation de la vitesse, du courant. Et vous trouvez que I, tout à l'heure, c'était égal à E, c'est-à-dire de mu 1 moins mu 2 fois G1D V de F fois T. D'accord, je fais que pour un mode. Hein, okay. Eh bien, maintenant, vous trouvez que c'est égal à E fois mu A moins mu B, G1D V de F, T sur 1 moins T. D'accord. Et vous trouvez que la conductance, maintenant, elle vaut 2E carré sur H, T sur 1 moins T. Autrement dit, vous avez, cette fois-ci, vous avez bien que G tend vers l'infini, quand T tend vers 1. D'accord. Et donc, ce que vous trouvez, c'est que, par exemple, si vous faites une mesure d'effet Hall, qu'est-ce que vous trouvez? Alors, en général, l'effet Hall, on le mesure comme de l'effet Hall, mais on peut le mesurer différemment. Si vous prenez un bref échantillon d'effet Hall, comme ça, brave bête, hein, comme ça, hein? Elle est bien dessinée. Classe 5 quand même. Donc, vous avez votre effet Hall qui est là. Vous mettez sur nu égale 1. D'accord. Ici, vous avez 0. C'est la mesure 4 points. Ici, vous avez la masse. Et ici, vous avez V. Ça, c'est la mesure 4 points. R égale 0. Vous êtes sur le 0 du Choubnikov de Haas. Par contre, si vous mesurez là, vous trouvez R qui est égal à H sur E carré. Ça, c'est la mesure 2 points. Ça, c'est vos réservoirs. Et ça, c'est vos fils. Ça, c'est vos contacts. Et ça marche super bien. Et vous faites toutes les combinaisons. Hein. Donc vous allez regarder. Alors si tu veux comprendre, loin de ça, ce qu'on appelle les formules. Enfin, là, on trouve ça parce que le deuxième réservoir, il a la masse. Si la masse, on la bouge, on va plus le trouver. Tout à fait. Donc vous utilisez les formules de Landauer-Buttiker. Alors, Buttiker, c'est un monsieur qui est mort. On l'appelait Maître Yoda parce qu'il est tout petit, courbé et mâchouillait sa langue.
Et alors, vous aviez intérêt à dire Landauer Butiker, sinon il vous tuait. Vous disiez que Landauer. Donc, les formules de Landauer Butiker, elles vous disent quoi? Elles vous disent qu'un canal de bord transporte une résistance au carré sur H. C'est tout. Et après, vous n'aviez plus qu'à compter. Ça veut dire que, comme dit Boris fort justement, si on balade la masse ailleurs, on trouve autre chose. Ouais, mais toujours en proportion de carré sur H. Ouais, en fait, là, il suffit de regarder quel est le potentiel. C'est-à-dire que si vous avez deux trucs, en fait, c'est facile, hein. Dès que vous avez des trucs qui sont au même potentiel, ça fait 0. Là où vous mettez la masse, vous avez une chute de potentiel, donc ça fera E carré sur H. Si vous avez deux canaux, ça fera E carré sur H divisé par 2. Si vous avez trois canaux, et si vous avez une réflexion, ben, je vais vous montrer en fait. Landauer Butiker, c'est une simplicité biblique. Un enfant de 5 ans comprendrait ça. Amenez-moi un enfant de 5 ans. J'ai du mal à croire que ma nièce comprendrait. Non, mais c'est un gros chômard qui a ça. J'ai cassé la barre d'eau. J'ai cassé ma barre de Hall, putain. D'ailleurs, dans tes échantillons, Louane, il faut penser à mettre une barre de Hall parce que c'est pas que pour s'amuser, c'est sympa les barres de Hall parce que t'as la densité, t'as tout ce qu'il faut. Alors voilà, alors on va supposer que je balade ma masse ici. D'accord? Et ben par exemple, je vais avoir. Et puis je mets le courant où? Par exemple, je vais mettre le courant là, par exemple. Et ben, si je fais. Alors, il suffit de regarder les potentiels maintenant. Entre là et là, j'ai la tension de Hall parce que j'ai une potentielle différente entre là et là. Entre là et là, j'ai 0. Entre là et là, j'ai 0. Entre là et là, j'ai 0. Par contre, là et là, poum, j'ai RH. Ben, là, j'injecte un courant. Donc, dans mon modèle de Landauer Butiker, je suis sur le mu1. Ah non, pardon, excuse-moi. Là, j'en ai pas. Donc là, je suis sur le mu1. Je suis sur le contact de gauche. Ouais. Tant que je suis sur le contact de gauche et que j'impose pas que ça chute, je suis sur le même potentiel. Ouais, c'était le premier que je comprenais pas pourquoi on avait quelque Ouais, chose. donc là, je garde mon potentiel. J'ai 0, j'ai 0. Et là, blam, je lui écrase la tête. Ouais. Donc là, j'ai une différence. Mais quand je repars, pas de souci. Parce que là, il est à 0. Je continue, je lui fais rien. C'est ce que je veux dire? Toujours à 0 quoi. Pas à 0. Et là, je donne un coup de pied au cul pour qu'il remonte. Donc là, j'ai à nouveau une résistance. Puis là, ça continue à 0. Bon, et puis je fais ça. Et alors, après, imagine que... Elle est où ma gomme? Il part là. Alors, maintenant, on va jouer à autre chose. Tiens, je vais te faire une petite interrogation, là, voir si tu comprends bien. Allez, je te la mets où? On s'en fout. Allez, je te la mets... Allez, je te mets la masse là. Et puis, je vais te mettre le courant là. Allez. Allez, Alouane. Alors, là, j'ai combien? Zéro. Là, j'ai combien? Zéro. Là, Zéro. là. Bah, zéro aussi, je dirais. Mais parce que là, il va aller direct. Enfin, Ah, mais j'ai une masse là. bah alors du coup, c'est là qu'on a eu carré sur H. Voilà. Et là, j'ai combien? Zéro. Et là? Zéro. Bah non. Carré sur. Voilà. Et là, si je mets une sonde là, une sonde là, bah ça plus ça fait combien? Carré sur H. Mais non, t'as combien là? Zéro. Bah, Et carré là? sur H. Bah oui, c'est la tension de Hall. Oui. Mais je comprends. Me dis pas des horreurs. Hey, maintenant, tu peux me calculer sur un échantillon, est-ce que je viens de t'apprendre, toutes les résistances de Hall. Tu vas épater Benjamin avec ça. Ok. Tu lui mets le courant et la masse où tu veux et tu diras, Laurent, il m'a donné un truc infaillible. Si je t'en mets deux de masse, c'est plus merdique. Mais si je t'en mets deux à côté, c'est facile. Parce que si je t'en mets une là et une là, à ton avis, ça va faire quoi? Tiens, on va jouer. Tiens, je vais te faire un petit jeu. Ok. Allez, encore plus fort et toujours sans filet. Je t'en mets une là et une là. Ok. Bon, allez, on commence le jeu. Poum. Là, t'as combien? Zéro. Là, Le carré sur H. là, Zéro. là, Zéro. là. Zéro. Et là, Le carré sur H. ben voilà, t'as tout compris. Alors, ce qui est plus compliqué maintenant, c'est si je te mets ici un point contact, puis ici, je t'en mets deux canaux, un qui passe et un qui réfléchit. Pas très dur, il suffit de réfléchir. Hein. Parce que, bon, supposons que j'en ai deux qui passent, ça ferait combien? Non, là, on va faire un truc plus. C'est tellement merdique mon dessin aussi. On va se concentrer sur les deux premiers contacts. D'accord? On va essayer de te faire un truc à peu près propre. Si, d'abord, on oublie le point contact, j'en ai deux qui passent. À ton avis, ça fait quoi entre là et là?
Voilà, très bien. Ça fait pas 2 E carré sur H? Deux, je sais pas où les deux, Alors, ça fait... on parle en conductance ou en résistance? Ouais, enfin, il y a un 2 qui traîne quelque part, quoi. C'est de la moitié de la résistance, quoi. C'est deux résistances en parallèle. Voilà. Alors maintenant... Sur 2 Non, c'est H sur E carré, la résistance. Une résistance, c'est H sur E carré, donc ça fait H sur 2 E carré. Ouais, vous demandez à Boris, il a toujours raison, Boris. Faut demander à Boris, Boris, il a raison. En effet, il n'y a pas de spin parce que le spin est dégénéré. Question piège. Voilà, maintenant je fais ça. Boum, boum, boum. D'accord? Donc ça en a un qui passe et un Qui réfléchit. Mais il n'est pas réfléchi vers le contact, hein, il peut pas. Alors maintenant, entre là et là, j'ai quoi? Magie. Du coup, H sur 2 E carré. Entre là et là? Bah, s'il y en a un qui réfléchit. Ouais. Je trouve que... Du coup, Attendez, donc ça va faire combien de quantum entre là et là, mettons? 1. 1. D'accord, donc 1 c'est H sur E carré. Hein. Parce qu'il y a un problème de spin dans l'histoire. Bon, c'est bien. Alors par contre, je te ferai pas compter tout parce que du coup... Alors si tu arrives là... Ah ouais, si, je peux te le faire compter. Donc là et là, t'en as 1. Entre là et là, t'as quoi? 0. Entre là et là. 0. Alors entre là et là, c'est un peu plus merdique parce que... Non, t'as 0 aussi parce qu'il est à la masse, si tu veux. Là, la masse, c'est plus merdique. Mais ce qui est plus compliqué dans ces cas-là, alors c'est pour ça que tu as les formules de Landauer, c'est qu'il faut compter entre, non seulement celui qui arrive là, mais celui qui est arrivé de là aussi, tu vois. Donc c'est des formules un peu plus compliquées, mais ça se trouve quand même. Sous forme matricielle, ça se met. Ah oui, mais du Landauer-Budiker, c'est une matrice. Hein. Mais une matrice, ça c'est pour les gens qui sont intelligents. Mais sinon, tu regardes, il suffit de compter tout ce qui arrive et tout ce qui t'arrive et tout ce que t'es mis. D'accord? En gros, tu regardes ceux qui arrivent vers toi, tu comptes leur potentiel chimique. C'est ce que tu donnes avec ton potentiel chimique. Moi, ce qui t'arrive avec ton potentiel chimique. Et tu trouves le potentiel du truc. D'accord? Donc, si tu as compris ça, bah, après, tu as ton fil comment toutes les résistances en FEOL, tu vas les calculer. D'accord? Sur un plateau entier. Bah, alors, si tu n'as pas de point contact au milieu, c'est trivial. Si tu as un canal, tu sais comment on fait. Si tu as 2 canaux, tu fais 10 par 2, ça 3 canaux. Voilà. Les TD de quantum nanoélectronique, c'est là si tu veux t'entraîner. Voilà. C'est pas dur, ça. C'est pour ça, un enfant de 5 ans comprendrait ça. Je vais te filer mon exemple de quantum nanoélectronique si tu vas rigoler. C'était une Voilà. bien moche. Voilà, après, mais je vais t'envoyer un truc. Je suis en train de faire par contre, je fais un papier sur les FEOL pour t'expliquer d'où viennent ces canaux de bord. Ça, c'est pas tout à fait évident. Mais parce que les états de bord, parce que ce qui est pas évident, c'est qu'en fait chaque état de bord transforme H sur E carré, parce que chaque état de bord est équivalent à un canal, comme je te l'ai dit en champ nul sur le Landauer. Ça, c'est pas trivial par contre. Ça marche bien, mais c'est pas trivial. Voilà. Moi, les bords, je les ai toujours compris de façon que